Kawaii Desuka. C'est encore moi en fait. Je vous ai bien eu. C'est pas quelqu'un de japonais. Ça fait quelques temps que c'était pas arrivé dans les lives IRL. Mais j'ai acheté quelques cartes Pokémon récemment. Les voici, les voilà dans ce petit sachet. Il en a que 20, je crois. Donc c'est pas maintenant qu'on va compléter le Pokédex. Clairement pas. Euh, mais en fait, je me suis dit, il y a des extensions qui sortent assez souvent de cartes Pokémon. Il y en a eu qui sont sorties le 20 janvier, si je ne m'abuse. Les dernières de épée et bouclier. Donc j'ai profité de l'occasion pour m'acheter les cartes. Rien à voir avec l'extension en question. Mais juste, je me suis dit, hop, je vais en acheter un peu à chaque fois qu'il y en a qui sortent. Ça, j'aurai un rythme à peu près correct d'achat. D'autant plus que la prochaine fois, il y a les cartes Paldea qui vont commencer à se rajouter. Donc je vais les rajouter dans mes calculs de pourcentage, de ratio, de complétion. Et ça va faire un peu plus mal. Et donc là, c'est des achats spéciaux. Des achats spéciaux de type ON. Et vu que les génériques de ON, c'est les meilleurs. Donc, tout d'abord, sur la première page, il m'a manqué un peu, tu vois, j'avais Arco, Poussifeu, Galifeu et Flobion, si je ne m'abuse. Hop, attendez, on va déjà faire ça. On était à 64% au total, avec 579 sur 905, et surtout à 58 sur ON, avec 78 sur 135. J'ai pris celui-là parce que c'était là où il m'en manquait le plus, avec 57. En tout cas, il ne manquera plus que 37. Ça sera bien diminué. Hop, donc, j'ai récupéré Masco, j'ai récupéré Junko, j'ai récupéré Gobu pour la première page. Il va encore en manquer, mais ce sera déjà plus rempli et plus joli. Hop, ligne verte, ok. Et ligne rouge et ligne bleue, il manquera le plus gros. Donc on a dit Masco, Junko et Gobu. Bam. Voici voilà, hop, la page avec les nouveaux compagnons. Hop. Page numéro 2. On a la famille de Zigzaton et la famille de Medina en entier. De l'autre côté, on a la famille de Nanupio, la famille de Granipio en entier et Goelise. Voilà, voilà. Pardon pour le bruit et pour les coups. Donc ça va jusqu'au numéro 278. Qui donne ça, 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 et ça, et ça. Donc on va accueillir Chenipote, Armulis, Blindalis, Papinox, Hirondelle et Ledel. Hop, on va se les cocher. Chenipote, Armulis, Charmillon, j'ai pas. Blindalis, Papinox, Hirondelle et Ledel. Paf, paf. Alors que je les range. 265 ici. 66. 67, j'ai pas normalement. 68. Comme mais. Mais 68 MDR. Et 69. Oh, le 69 MDR. Qu'est-ce qu'on se marre. Et bam. La deuxième page avec les Pokémon de base presque complétée. Il manquera juste là, Charmillon ici. Et sur tout le reste, c'est tout beau, c'est tout fait. Hop. Page suivante. Des Pokémon un peu plus rares dans l'aventure. Il en manque pas mal. On a Tassalcarlia, on a Balignon, la famille de Parecool, Ningal et Ninjask, Chuchmur et Ramboum. Donc il en manque un peu par-ci par-là.
Là, ça va jusqu'au numéro. Ah, y a pas. 12, 13, 14, 15, 16. Numéro 296. On a donc accueillir. Tout ça déjà de nouveautés. Donc après, ça va vite se terminer. Hop, équipant, garde-boire, Aragdo, Mascadra, champignon d'ailleurs, Ninja, Munja d'ailleurs, c'est connaît pas les noms de Pokémon, Ramboum, Boabam, putain je suis débile, Makuita, et voilà voilà. Donc, équipant, garde-boire, Aragdo, Mascadra, Chapignon, Munja, Boabam et Makuita. Mais c'est-à-dire que pas, je les complète là, si j'ai bien calculé. Attends. 79, 81, 82. On va compter 80, 81, 82. 83, 84, 85, 86. Bam, une page complétée. 92, 95 et 96. Effectivement, double page complétée. Et ça, c'est beau, ça fait plaisir. On va ça comme ça de la gueule. Trop cool. Et on arrive déjà très proche de la fin, donc. Et est-ce qu'ils sont tous sur cette page? Ils sont tous sur cette page, ceux qui restent. Voilà. Hop, la dernière fournée. Page 4, avec Tarinor, la famille de Skitty, Tenefix, la famille de Galekid, Medidika, la famille d'Inavolt et Negapi. Hop, je vais les cocher directement. On accueille donc Ariama, Misdibule et Charmina. « 303. Ici. Hop, une page complétée. Pas du tout. Et 308. Bam. Et après, il restait quand même une, deux, trois. Trois pages et demie. Sur lesquelles j'ai rajouté aucun Pokémon. Et attends, il manque une page pour les légendaires en plus. Donc 4 pages où j'ai rajouté rien du tout. Ça va être long, hein, mais petit à petit ça va le faire. Parce que, hop, maintenant, pour ON on est à 98 sur 135, ça fait quand même 73%, qu'on est quand même bien monté. Il en manque plus que 37, comme prévu. 306 au total. Ça c'est pas fini par contre. Et donc pour le national, on est à presque 600 sur 905, ce qui donne 66,19%. Mais voilà, hein, ça se complète petit à petit. Mais je l'aime bien, hein, c'est joli de voir après les pages complétées du Pokédex. Comme dans le jeu. C'est mon truc préféré de juste compléter le Pokédex. Pas forcément au maximum, mais le plus possible. On va y aller donc pour les critiques. Parce que j'ai pu lire les derniers mangas du mois de janvier depuis la semaine dernière. Hop, hop. J'ai lu les tomes 18 et 19 de Satan 666, les deux derniers volumes de la série. Euh, je vous dirais que c'est allé un peu très vite, hein, ça va pas se le cacher.
Parce que finalement, tous les personnages ont un dernier combat, en duo, mais pas tout seul en plus. Donc c'est bien, au moins tu vois un peu tout le monde une dernière fois, leurs dernières évolutions, leur dernier bout d'intrigue. Sauf qu'il y a des combats qui sont traités en mode humoristique, des combats qui sont traités très rapidement, des combats qui sont un peu perdus. Donc bah, c'est sympathique, mais en même temps pas à 100% plaisant pour tous les personnages. Parce que pour ce qui est de Gio et de Ruby, ça va, tu vois. Mais les autres, plus de mal. Et finalement, même le maître de Rio et de Ball, j'ai oublié le nom, Kenjaku, c'est pas trop mal. D'autant plus que lui, il y a eu un sujet avec son frère, et que même pour le grand final, son frère revient encore, alors que le sujet était déjà traité. Parce que pour le grand final, il y a encore pas mal de révélations et de retournements de situation. Je connais quelqu'un qui aurait dû s'inspirer des erreurs de son frère pour éviter de faire autant d'erreurs dans la fin de l'arc de la Grande Guerre Ninja. Je ne citerai pas de nom, mais à un moment, c'est évident. Parce qu'en fait, eh bien, on découvre qui est l'identité du grand méchant. C'est quelqu'un d'important qui a beaucoup de choses à raconter. Et pourtant, il ne sert presque à rien parce que derrière, il y a 8 autres méchants différents qui étaient des traîtres depuis le début, qui attendaient tout dans l'ombre, tout ça. Et t'es en mode, ah, c'est un peu trop, ça sert à rien, c'est peut-être moyen de raccourcir ça et de s'intéresser plus, je sais pas, aux personnages qu'on connaissait déjà et à ce qu'ils avaient à raconter sur leur fin. Et pourtant, bah, la conclusion est très plaisante parce que c'est plutôt audacieux pour un shonen de ce genre-là. Et finalement, bon, l'ellipse temporelle du tome 15 ou 16 a été traitée très rapidement, mais c'est pas mal pour faire une conclusion plus avancée, plus âgée. Et c'était une belle aventure. Pas un manga exceptionnel, clairement pas, mais un très bon moment, beau rythme de parution, et voilà, c'était sympathique à lire. Donc, Seishi Kishimoto, on en avait parlé la dernière fois, pas fait que sur toi. Il est derrière 766 comme on l'a vu en 2001. Blazer Drive, Crimson Wolf et Sukedashi 9. Je vais commencer à lire Blazer Drive à la bibliothèque quand j'étais au collège. J'étais pas allé au bout, parce que c'est que 9 tomes, et j'avais trouvé ça plutôt bien. Donc, je ne saurais vous dire. Peut-être à la fin, ça a été forcé parce que ça a eu des mauvais retours. Yes. Yes, yes, yes. Voilà, bah c'est ce que je viens de dire sur Satan, quoi. Crimson Wolf, ça fait que 4 volumes. Je sais pas si c'est bien ça. Crimson Wolf. Ok. Et Sukedashi 9, 5 volumes. Ah, le style a l'air beaucoup plus vieux, par contre, c'est bizarre. Ah, c'est bien vendu. Donc là, on a eu le manga qu'il a fait le plus sympathique. Parce qu'après, il y a un indiscutable et indispensable. Waouh. Quel homme. Ok. Bam, transition tête pour que je me retrouve dans mes repères YouTube. J'ai lu le tome 23 de Eden Zero. J'aime bien ce que fait Mashima. Je suis dégoûté qu'il soit autant bâché sur Fairy Tail, parce que Fairy Tail c'est vraiment très très bien. Mon petit frère est en train de le relire et je pense qu'il va retrouver encore une fois cette conclusion. C'est pas non plus un grand manga, mais c'est un shonen qui marche très bien. Il y a évidemment des erreurs sur les pouvoirs de l'amitié de temps en temps, sur le fanservice de temps en temps, mais l'intrigue se tient très très bien, au moins jusqu'au dernier arc. Ça fait quand même 50 tomes. Et il y a des trucs que je trouve très bien, notamment au niveau des personnages très 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 tertiaires qui sont en danger, genre sur l'île de Galuna, hop, t'as le village qui a des trucs intéressants, t'as Léon qui a des trucs intéressants. Bah, surtout, c'est le début, moi, qui me plaît. L'arc de Galuna, la tour du paradis, l'arc de Luxus dans une moindre mesure, l'arc des grands jeux magiques, c'est pas au début ça, mais voilà. C'est les arcs qui me viennent en tête, je crois, que je pense à Fairy Tail.
Et c'est des arcs qui viennent en tête parce que je les aime beaucoup. Oh, Ration 6 aussi. Oh, hmm. Bref, on n'est pas là pour parler de Fairy Tail et de passer un bon moment, on est là pour parler d'Eden Zero et passer un moment plus mitigé. Parce que là, on arrive à la fin, plus ou moins, de la troisième saga du manga, et il se passe pas grand-chose. T'as les deux dernières étoiles maléfiques de Ziggy qui se font battre de manière inintéressante, parce que les étoiles noires sont pas intéressantes, les étoiles brillantes, pas spécialement non plus, parce que c'est Witch et Hermit qui s'en occupent, je crois. Bah non, Witch et Hermit. Sister et Hermit qui s'en occupent, et bon, ok, on s'en fiche de cela. Plus leurs passes d'armes, elles sont pas très intéressantes. Donc ça prend une belle partie du volume pour pas grand-chose. Derrière, t'as les autres personnages secondaires qui attaquent le géant là, et ça passe pas très bien. Et après, t'as Ziggy qui fait une révélation qui peut être très intéressante ce que ça peut apporter au scénario. Et t'as pas mal de passages sur les mères des personnages, et ça apporte pas mal de scénario. Donc maintenant qu'on arrive un peu sur des mini-bouts de réponse, des débuts de réponse là, à tout ce qu'il a pu laisser en suspens depuis le début, ça me va très bien. Mais alors la bataille là, mais au moins, avec ces deux petits trucs d'intrigue qu'il a enfin mis sur le devant de la scène, je suis un peu intrigué sur la suite. C'est bien, ça faisait longtemps que c'était pas le cas avec Eden Zero. Que je lisais sans plus avec des fois des petits moments de ah, c'est mieux que les tomes précédents. Donc Mashima, c'est malade. Mashima N Rave, Fairy Tail, Monster Soul, Monster Hunter Orage, Fairy Tail Plus, Tail of Fairy Tail Ice Trail, Neo Parasite, Fairy Tail Blue Mistral, Fairy Tail Zero, Fairy Girls, Fairy Tail S, Fairy Tail Senior Quest, Fairy Tail City Hero, Mashima Zero. Ça, je le calmer, hein. Regardez le nombre de mangas qu'il a fait, c'est malade. Beaucoup de spin-offs de Fairy Tail, mais je sais pas ce que c'est. Des recueils d'histoires courtes, d'accord. Rave, qui a l'air super bien, d'être genre Fairy Tail, mais encore mieux. Donc ça, j'aimerais bien le lire. Fairy Tail dont je vous parlais il y a 5 secondes. Monster Soul. C'est que deux volumes, ça? Je pense que c'était plus long. Ok. Monster Hunter, c'est pas un univers qui m'intéresse, donc les 4 volumes. Eh, mais je connais ce personnage. Vous avez la ref. Fairy Tail Plus, qu'est-ce que c'est? Ok, des histoires bonus. Zuber. Ice Trail. Donc la jeunesse de Grey. Néoparasite, il a juste une petite histoire dans le volume, hein. Calmez-vous, il a pas fait ça. Blue Mistral, c'est des trucs sur Wendy. Zero, c'est sur cette bande-là, le tout début, la première génération. Voilà, c'est utile en plus, parce que le personnage qui revient sur la fin de la série, c'est important de savoir qui c'est. Un truc sur les filles de Fairy Tail, waouh. Un truc sur Fairy Tail en chibi, et des histoires courtes. Sonic Quest, qui est toujours en cours. Le spin-off, la suite là de Fairy Tail. City Hero. Mashima Zero, qui est une bouse sans nom, parce qu'il est juste en mode eh, les personnages ils se ressemblent ou quoi? Point. Donc le second degré, c'est pas quelque chose de bien, tu vois. Tu dis pas eh, ce que j'ai fait c'est un peu raté, et donc ça fait pas quelque chose de bien. J'ai une très jolie voix, donc actuellement. Salut à tous, c'est Patrick Bruel. Hop là, j'ai toussé pour aller vachement mieux niveau voix. Ensuite, j'ai lu le tome 23 de Dr. Stone. C'était pas bien. C'était pas très bien. Franchement, Dr. Stone, il y a eu quelques moments où j'étais dedans. Genre, L'île au trésor. Mais juste parce que j'ai eu le plaisir de lire le chapitre 1 dès qu'il est sorti au Japon, je me suis dit, allez, je suis à fond dedans. Et puis je souffre. Et ça fait 3 tomes que j'ai l'impression que c'est le dernier, et en fait non. Et donc je souffre pendant plus longtemps. Parce que dans celui-là, t'as à nouveau un arc de transition entre
la guerre des scientifiques qu'on a vu précédemment et l'arc final de recherche de Wyman sur la Lune. Et c'est le truc classique que j'aime pas, hein, qui est RPG Land. Euh, les personnages ont besoin de plein de trucs, plein de matériaux sur la Terre pour créer les fusées. Donc, ils recherchent les matériaux partout où il y en a besoin. Donc, ils ont besoin des inventions sur le chemin, donc ils les font. Donc, ils récupèrent les matériaux pour ces inventions, et ainsi de suite. Des fois, ils croisent des personnages qui ont besoin d'aide, ils les aident. Après, hop, ils ont pile besoin du personnage à ce moment-là, et c'est bon. Et c'est long, et ça se répète. Et donc là, ils séparent encore 1000 groupes, et ils vont faire le tour de toute la Terre pour sauver tout le monde et récupérer les informations qu'ils ont besoin. Et pour ça, je récupère le frère de Ryuzui, qui est fort en maths. Mais en fait, non, il est fort en code. Et voilà. Ça se lit de manière divertissante, tu vois. Mais c'est pas bien, hein. C'est pas bien, c'est pas bien, hein. Hop, au scénario. Inagaki Riichiro, qui a fait High Shield 21, Dr. Stone, Trillion Game. High Shield, ça va être un bon manga de sport, mais 36 volumes, c'est long. Ok. Et Trillion Game, c'est en cours actuellement, ça a l'air sympathique. En plus, il y a Johnny Depp. C'est qui le deuxième auteur? Ikigami Ryoichi. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Je crois que c'est pour ça que je le connais. C'est pour ça que je le connais. Attendez son tête. Oh, ça va être long, hein. Je vais peut-être pas faire cette clave tout le long. Hop. Comme il n'y avait pas des masses de sorties en mois de janvier, j'ai pu rattraper pas mal de séries en retard. Donc j'ai acheté et on a lu le tome 20 de Neurolement le Mystère. 21. Ah ouais, j'ai fait ça. 21, 22 et 23. Ce qui nous aura donc mené à la fin de la série. Alors, je mens, j'ai pas acheté le tome 21 parce qu'en fait, il est littéralement introuvable actuellement et depuis quelques temps. Du coup, ben, je le cherche sur les sites d'occasion et j'ai mis des alertes sur son prix, à voir ce qu'il en est. Parce que ça fait quand même 2 ans, je crois, maintenant que j'attends aussi le tome 8 de Ayam Hero pour les mêmes raisons et je l'ai toujours pas trouvé. Donc maintenant, ben, j'ai des alertes sur Neuro 21 et sur Ayam Hero 8. Voilà. Mais sinon, vu que c'est un manga avec des petites enquêtes de longue haleine, non, des petites enquêtes dont les éléments reviennent dans la partie finale, c'est un peu être replongé là-dedans, puisque depuis le tome 16, je crois, depuis le tome 16, on est dans l'arc final. On a découvert le grand méchant final, et depuis, dans chaque volume, on affronte ses sbires. 1, 2, 3, 4 et 5. Ouais, en gros, quelque chose comme ça. Donc, chaque volume, on affronte un de ses sbires. Il y a des passages plus ou moins réussis, il y a des passages très touchants, avec des personnages importants qui disparaissent. Sauf que, eh ben, tome 20, c'était compliqué parce qu'on revenait dans l'intrigue au milieu d'un arc qui se suit d'un bout à l'autre en 7 volumes, tu vois. Quelque chose que Matsui réussit parfaitement bien. Plus tome 21, en scan et en anglais. Pratiquant. Mais une fois ça passé, t'as le 22 avec le grand final avec tout ce qui est bien dit sur Yuko et sur Sai, qui est une vraie réussite. Les passages sont passionnants depuis le début. Yuko, personnage humain qui accompagne un personnage monstrueux, mon préféré. Comme Krillin dans Dragon Ball, comme Léolio dans Hunter x Hunter, comme tous les personnages comme ça. Parce que justement, c'est les humains qui ont le plus de. Qui ont le moins tu vois, de pouvoirs spéciaux, de grandes capacités, qui se battent le plus pour réussir des choses, et c'est magnifique. Oui, c'est beau. Alors après, le grand final est un peu déceptif. Le combat final de Neuro est pas si social que ça, il a pas l'air si compliqué, tu vois. Enchaîner hein, tous les sbires, plus faire confiance à ses alliés, plus le grand final, ok, mais le grand final lui-même, pas ouf. Et au final, ça fait un manga très très bon. Au début, c'était plus ou moins bien en fonction des enquêtes, tu vois. C'est pas un grand manga, mais ça peut être des enquêtes très sympathiques, avec des moments très agréables, et des enquêtes un peu moins. Ça dépend des personnages et des sujets traités. Mais dès qu'il s'est passé les arcs longs avec
l'intelligence artificielle, avec Sai, avec le grand méchant et tout ça, ça marche de ouf. Comme Assassin's Classroom, qui passe d'un manga moyen avec ses blagues, des débuts, et ses présentations de personnages dans deux trois chapitres avec ses mini-arcs, à l'enchaînement arc de l'île balnéaire, arc du Shinigami, arc final, et tout ça, avec des arcs plus longs, des personnages méga bien travaillés, hyper touchants, hyper rythmés, et ça marche trop bien. Et j'attends bah, qu'on ait le grand réveil comme ça dans Elusive Samurai, et ça paraît être le cas malheureusement. Mais bon, je suis un peu déçu d'avoir vu des morts de personnages importantes en scan et en version anglaise, parce que bah, du coup, j'étais pas à fond dedans. Mais bon, bah, pas le choix, fallait bien lire à un moment ou à un autre. Et donc il a fait Assassin's Classroom, ça et ça, comme j'avais dit. Hop, Assassin's Classroom, qui est une merveille. Ah, il n'est pas noté? Ah si, 14,92 et 16,87. Ouais, ça ok, ça non. Et ça bon, on n'en parle même pas, merci à tous. Ah, c'est vrai que j'ai pas dit les trucs en cours. Avec la nouvelle version, je suis pas à fond que ça. Waouh, c'est Gamba sur le couvert. Super. C'est vrai qu'il est tellement mis en avant dans le manga, ça vaut encore le coup de le mettre en avant. Et enfin, j'ai lu, bam, les tomes 15 et 16 de Dreamland. Et il y a un truc auquel je ne m'attendais pas. J'ai eu beaucoup de mal avec les tomes 5 et 10 de Dreamland parce qu'ils étaient particuliers. Le tome 5 nous présentait une guerre au sein du royaume de glace, si je ne m'abuse. Et le tome 10 nous présentait beaucoup de personnages qui étaient en train de faire leurs épreuves de la CSA Fest. Et depuis ça, on se trimballe encore ces milliards de personnages depuis tout ce temps, donc c'est très chiant. Le tome 10, vraiment une horreur, je veux plus en entendre parler jamais. Le tome 5, tu vois, ça va, c'est dans son coin, on s'en fiche un peu des répercussions. Alors après, c'est bien qu'ils fassent ça pour surprendre, pour s'amuser, pour faire tenter des trucs différents pour les 5 volumes, tu vois. Et là, donc c'est un volume beaucoup plus gros que les autres, qui lui aura pris 2 ans à faire, qui est sur une guerre surtout menée par le clan du feu. Parce qu'en réalité, il y a 5 clans qui s'allient contre un clan souterrain. Il y a une guerre avec plein de personnages qu'on a déjà croisés ou pas, avec plein de pouvoirs qu'on a déjà croisés ou pas, des personnages qui meurent, qui étaient importants dans l'intrigue jusqu'ici, tu vois, c'est drôle, c'est important, tu vois, comme volume. Parce que tout ce qui se passe dans ces volumes spéciaux, ça reste évidemment canon, hein. Mais voilà, c'est plutôt bien fait. Il n'y avait pas de personnages que j'avais particulièrement envie de suivre parce que je les connaissais pas tous, c'est pas des personnages non plus ultra importants. Mais au final, le volume s'en est très bien sorti pour voir le sujet de base, qui était une guerre avec des personnages dont je me fichais un peu. Avec ça, je me suis pas ennuyé. Alors, vu la taille du volume, c'était pas couru d'avance. Et c'est déjà une très bonne réussite. Plus au final, bah, voir le clan du feu autant réussir dans la bataille que dans le plan global, belle réussite. Et derrière, c'était la douche froide. On a retrouvé nos héros, c'était ça avec plaisir par contre, parce qu'ils sont cool, notamment avec le train qui les a fait voyager soit dans le temps, soit dans le passé, soit dans le futur, qui leur apportait un peu de choses à Savane sur ses peurs, à Eve sur ses peurs, ou à Terran sur ses peurs. Et Saba, alors c'était Savane le premier que je voulais dire, et Saba, comme d'habitude, je sais pas pourquoi il a vécu ça. Ce personnage une énigme pour moi. Bref. Euh, et donc, ça, ok, on les retrouve, on retrouve leur objectif, c'est sympathique. Et derrière, on retrouve le meilleur personnage apparu dans le tome 10, et pff, ça me perd, je sais pas qui c'est, et je m'en fiche un peu. Dommage. Voilà. Et le mois prochain, on va enchaîner, normalement, tous les volumes jusqu'à être à jour, parce qu'il y a encore peu de sorties. Et je crois que Renaud Le Maire n'a pas fait d'autres mangas que Dreamland. Ouais. Le prochain, donc, il y a Petite Errance encore avec Laura Midas, je sais pas. Et ça, ok. Bon, pourquoi pas. Encore Petite Errance.
avec un arbre, et ça, je sais pas qui c'est ces gens. Hop, l'équipe en pleine forme, je crois, à la fin de la bataille. Ah, quel joli titre de manga, de tome. Ok, super. Le tome 20, qui doit être encore un volume spécial. Trône, avec Attila et lui, je crois. C'est comme ça qu'il s'appelle. Et oui. Début de deuxième partie, fin de la CSTFS, donc ça peut être un tome intéressant à voir. Et le dernier tome en date, avec Savane qui fait le beau. Ok, et voilà. Fin des moyens autour de parler. Maintenant, on va parler de 1 milliard de films et de une série. Bon, il y a des films que j'ai vus d'un œil très distrait, donc on va pas en parler très longtemps non plus. Mais il y a eu beaucoup de très bonnes choses. En même temps, bah, je continue. Alors, il y a 4 types de films différents. On va faire par étapes, attends. Là, je suis en train de tout préparer. C'est pas un film, je parlerai après. Ouh, le ratio d'image, bizarre. Ok, c'est bon, je vous ai fait l'ordre. J'ai fait mon casque. Qu'on ait le son du film. Hop, et voilà. On est ready. Ah, c'est pas comme ça que ça marche, c'est vrai. Faut passer par là. Je l'ai, comme d'habitude, oublié de faire ça. J'ai regardé Les Jeunes Amants, sorti le 2 février 2022 en salle, 1h52, romance. Shona, 70 ans, libre et indépendante, a mis sa vie amoureuse de côté. Elle est cependant troublée par la présence de Pierre, cet homme de 45 ans qu'elle avait tout juste croisé des années plus tôt. Et contre toute attente, Pierre ne voit pas en elle une femme d'un certain âge, mais une femme désirable, qui n'a pas peur d'aimer. À ceci près que Pierre est marié et père de famille. Ok. Et donc c'est fait par Karine Tardieu. C'est son quatrième film, La tête de maman, Du vent dans mes mollets, Au témoin d'un doute et Les jeunes amants. Je connaissais rien du tout. Et en fait, pour la première catégorie de films, qui sera ça jusqu'à la prochaine fois, dont je vous en parlerai, c'est les films qui sont les dernières sorties sur Canal+, et qui étaient notés plus de 3 étoiles sur mon application Letterboxd. Donc ça peut être tout et n'importe quoi comme sujet, je regardais. Encore une fois, il y a beaucoup de français. Donc, Les Jeunes Amants, c'est une histoire d'amour, mignonne et touchante, soit, parce que tu vois, c'est le fameux amour impossible, parce qu'il tombe amoureux de quelqu'un d'autre, qui n'est pas censé aimer, parce qu'il est père de famille, marié, et heureux dans son couple actuellement. Et juste, bah, c'est un charme différent qu'il découvre, qui apprend à aimer, qui veut profiter, tu vois. Et en fait, c'est pas simple pour lui, qui, bah, du coup, est installé et qui veut quand même quelque chose de nouveau en même temps. Et c'est pas facile pour elle d'avoir quelqu'un de beaucoup plus jeune, de d'avoir une vie épanouie, alors qu'il y en a d'autres plus jeunes qu'elle qui mériteraient plus d'en avoir. C'est pas simple pour elle parce que ben, elle sent que son corps ne peut pas tout suivre. Donc il y a plein de trucs touchants. Mais le sujet de base me perturbe un peu, vous avouerez. C'est pas commun comme sujet. Enfin, je sais pas, les trucs d'écart d'âge comme ça, c'est souvent traité de manière humoristique, j'ai l'impression, de ce que je connais. Et là, c'est traité de manière très romantique et surtout très dramatique. Donc, pas un grand bouleversement de ma vie de cinéphile,
Parce que bah, niveau mise en scène, effet de caméra, rythme, j'ai pas grand chose de particulier à traiter. Mais niveau réflexion sur l'amour et sur l'écart Ça te d'âge, et rappelle pas? sur si J'ai pas mis j'accepte les pieds dans cette ou maison pas depuis de 15 voir ans. ce genre de truc, C'est là il y a bon. des sujets, il y a des J'ai points dit au intéressants à médecin de soulever. Mathilde. Je me souviens du médecin, oui. Mais il était beaucoup Voilà. plus jeune que vous. Est-ce que c'est un bon moment? Est-ce Ouais, que je le mais ça c'est conseillerais? Par normal, c'était il contre, y a 15 après, ans. à vous de voir, si vous n'êtes pas Mais toi, tu entièrement m'étonnes. mortifié ou Rien. gêné par ce Je vais sujet-là, aussi pour me ressourcer. si Bon une bah belle vas-y, histoire ça d'amour va. ça vous intrigue, C'était un bordel. c'est à vous de voir. Ouais, ouais. Ah ouais, mais les 3 derniers films que j'ai vus sur Canal+, ils sont particuliers, hein. Ensuite, j'ai vu Les Passagers de la Nuit, 4 mai 2022 en salle, 1h51. Paris, années 80, Elisabeth vient d'être quittée par son mari et doit assurer le quotidien de ses 2 adolescents, Mathias et Judith. Elle trouve un emploi dans une émission de radio de nuit, où elle fait la connaissance de Talula, jeune fille désœuvrée qu'elle prend sous son aile. Talula découvre la chaleur d'un foyer et Mathias la possibilité d'un premier amour, tandis qu'Elisabeth invente son chemin, pour la première fois peut-être. Tous s'aiment, se débattent. Leur vie est recommencée par Michael Hers, film français. Il a fait Charelle, Primrose Hill. Attends, c'est les courts-métrages, ça, on s'en fout. Mon parle sur métrage. Et en vrai film, il a fait Memory Lane, Ce sentiment de l'été, Amanda et Les Passagers de nuit. Je connais ce Memory Lane. Ça me perturbe. J'ai entendu ce nom quelque part. Memory Lane. Est-ce que c'est ce que je pense? J'en sais rien. Je connais pas. Je sais pas pourquoi ça me dit quelque chose. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mais des passagers de la nuit. Euh... Les passagers Ah, de je la sais nuit pas m'est trop tout quoi en dire. cher. Nous sommes le 10 mai. C'est Vanda Dorval Je qui vous avouerai que s'accompagne j'ai eu encore un jusqu'à 4 peu heures de du mal matin. à saisir Et donc qui vous êtes étaient une les personnages inconditionnelle de importants, l'émission. Oui. où étaient les Pourquoi fils reprenez le rouges, travail quels maintenant? étaient les sujets Je me que suis voulait vraiment séparée de mon aborder mari. Enfin, il est parti. le réalisateur. Comment tu vas faire? T'as jamais travaillé? Merci. Je suis désolé, c'est pas Je ce que je voulais dire. n'ai pas été ennuyé, le rythme est Ce soir, correct, nous avons une nouvelle et visiteuse. Quel est votre prénom? les personnages tout ça Talula. aussi. Vous avez quel âge? Juste, 18 ans. Et ça vous me vivez où perturbe. depuis que vous En êtes même à temps, Paris? c'est Des chambres 2 jeunes d'hôtel totalement ou perdus, des squats? un qui a un foyer et l'autre non, de sexe différent, Je et peux pas rester là comme ça. la Je dois mère venir à la maison. du jeune qui est perdu Je aussi, compte adopter tous qui les commence chats un errants peu à du trouver sa place avec quartier. son nouveau Elle métier, me touche, moi, cette gamine. et finalement on va avoir 3 personnages perdus pendant presque tout le film, même si des fois tu vois, ils commencent à trouver leur place, il y a des trucs qui marchent et tout ça. Je vois C'est pas du tout comment ma perturbant mère pour peut être tomber sur un ananas. En tout cas, j'ai bien vu comme tenu l'épisode. correctement dedans. N'importe quoi. Alors ça marche bien, là aussi il y a une relation touchante d'amour. Au bonheur. L'écart d'âge m'a moins choqué que dans le film précédent par exemple, parce que là ils ont 4 ans d'écart, je crois un truc que ça, Quand je repense à ces moments peut-être qu'on même a moins. passés ensemble, c'est comme des cadeaux. Mais ouais. Alors, il y a un truc que j'ai kiffé par contre par-dessus tout, c'est que Talula est fan de cinéma. Et ça, je peux pas lui retirer que c'est un très bon point. Nous n'étions jamais les mêmes, ces inconnus magnifiques. Des fragments Non mais il y a quand de même nous, la radio, le rôle partagés important que de ça la a nuit. pour libérer les gens en les écoutant et en les faisant parler. T'as le cinéma, le manière de se libérer, de pas vivre sa vie, d'être quelqu'un d'autre. Et puis t'as quand même une petite histoire d'amour mignonne. Mais juste au global, ça soulève tellement de sujets sur le fait de pas savoir qui on est, le fait d'avoir un foyer ou non, Et donc vous êtes sur une les premiers inconditionnelle de amours, l'émission. les premiers échecs, tout ça, Et pourquoi reprendre sur le travail maintenant alors? Je me suis séparée de euh, mon mari. Enfin, il la est parti. politique en tant que jeune femme dans les années 80, T'as jamais travaillé? avec la sœur, qu'on voit très peu, mais qui a soulevé le sujet C'est 2 pas ce que fois. je voulais dire. Il y a tellement de choses, Ce c'est soir, tellement nous vaste avons une que... nouvelle visiteuse. Quel est votre prénom? Talula, Vous avez quel âge? 18 Là, ans, je pense que je pourrais conseiller à un public plus large que le précédent, des chambres d'hôtel parce qu'il n'y a pas finalement ou que des l'histoire squats. d'amour dramatique, il y a beaucoup de sujets à voir Tu peux pas comment vous y rester là retrouvez et comme ça. à Tu quelle vas venir à la maison. quantité vous y retrouverez. Cette fille. Tu comptes adopter tous les chats errants du quartier? Elle me touche, moi, cette gamine. Hop. Coupé, 18 mai 2022 en salle, 1h52.
Un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté, entre techniciens blasés et acteurs pas vraiment concernés, seuls les réalisateurs sont investis de l'énergie nécessaire pour donner vie à un énième film d'horreur à petit budget. L'irruption d'authentiques morts vivants va perturber le tournage. De Michel Hazanavicius. Mes amis OSS 117, le carnet d'espions que j'ai vu, que je trouve très drôle et que je fais ah, c'était ça les refs. OSS 117, Rio ne répond plus, que j'ai trouvé très drôle et je fais ah, c'est ça les refs. The Artist, évidemment super connu mais j'ai pas vu. Les Infidèles, The Church, La Redoutable, Pense oublier que j'ai vu au cinéma et qui est ok tiers. C'était sympathique, mais par rapport à l'humour méga réussi et bien dosé de OSS les deux là, et de Coupé, c'est en dessous. C'était plus touchant et plus vibrant au sein de lui-même, tu vois. Mais... Alors, ça va être compliqué de parler du film sans spoiler grandement. Parce qu'en fait, le film a littéralement trois parties très différentes. Si t'es pas au courant, il faut au début s'accrocher pendant une demi-heure pour suivre le film de zombie le plus nul que vous verrez jamais. Genre, les effets sont ratés, les acteurs jouent hyper mal, ils ont pas du tout concernés. Les plans de caméra sont plus jamais correctement, t'as la caméra qui se pose par terre, t'as la caméra qui fait pendant 2 minutes sur du vide, t'as les personnages qui répètent les mêmes trois répliques en boucle pour zéro raison, t'as le texte et la réflexion globale qui est pas du tout logique, tout ça. Et en fait, dans une deuxième partie de, du coup, 50 minutes, tu suis le début de la production de ce film, avec ben, le fait que ça soit un remake d'un film japonais, ce qui est vraiment le cas, qui soit utilisé dans l'intrigue, la découverte du réalisateur et des différents membres du casting, qui déjà pose problème, parce qu'il y a des membres du casting un peu chiants. T'as des idées qu'ils voulaient mettre en place pour changer du film de base, qui sont arrêtées par les japonais. C'est quand même bien dommageable, donc ça n'aide pas déjà à partir de bonne base. Et à la fin, tu suis une demi-heure où il tourne le film, où tu suis toutes les galères qu'il y a eu, qui expliquent pourquoi le film au final ne ressemble à rien du tout. Et c'est pas non plus hilarant, mais c'est trop bien de voir ça. Parce que les galères des films de petit budget, tu vois, c'est important, c'est comme ça. Et t'as pas de commentaires en mode oh, c'est mal filmé, oh, c'est mal exécuté. Mais oui, évidemment, c'est les galères des films de petit budget. Des films rapides, pas chers, et dans la moyenne. C'est que là, bah, du coup, vu que ça fait paraître des films, bah, c'est trop bien. Et en plus, c'est un film dans lequel il tourne un film de zombies, dans lequel il tourne un film de zombies. Et ça, c'est génial. Cette triple mise en abîme. Le seul point qui me perturbe un peu, c'est l'intérêt par rapport au film japonais de base. Film japonais que je n'ai pas vu, mais à part si c'est pour rajouter quelques refs plus françaises, comme il le dit lui-même en fait, le personnage dans le film, je sais pas si c'est plus pertinent que ça. Après, effectivement, s'il n'y a pas de doublage du film, moi je suis ok pour qu'on ait une version française. Donc, ça retire rien à la qualité que je trouve dans ce film, mais est-ce que c'était pertinent de faire ça plutôt que de juste distribuer mieux le film de base? Ça, à vous d'en juger. Parce qu'en tout cas, il faut voir l'un des deux très largement. C'est génial. J'adore l'ambiance, j'adore le fait qu'il y ait trois parties très différentes, même si la première il faut peut-être un peu s'accrocher pour faire ah, il vaut mieux même s'accrocher et faire attention moins de détails pour après dans la partie faire ah ça c'était pour ça qu'il y avait ce détail là. Oh ouais trop malin. Et c'est beaucoup trop bien. C'est brillant et ça apporte d'être concentré sur ce qui s'est passé tout le long. J'aime beaucoup. Bravissimo, comme dirait Mario Sunshine. Oui, le personnage Mario Sunshine. Super Mario Sunshine. Hihi. Ensuite, nouvelle catégorie. Je suis arrivé à être à jour sur les derniers films sortis de Canal+. Du coup, j'étais libre. Donc les trois prochains films sont des films que j'ai choisi de voir de moi-même. À commencer par Prey, sorti le 5 août 2022 sur Disney+, 1h39. Il y a 3 siècles sur le territoire des Comanches, Naru, une farouche et brillante guerrière, se fait désormais un devoir de protéger ses tribus dès qu'un danger la menace. Elle découvre que la proie qu'elle traque en ce moment n'est autre qu'un prédateur extraterrestre particulièrement évolué, doté d'un arsenal de pointe des plus sophistiqués. Une confrontation aussi perverse que terrifiante s'engage bientôt entre les deux adversaires. Par Dan Trachtenberg.
qui a juste fait 10 Cloverfield Lane. Entendu parler, mais j'ai pas vu. Alors, Prey, ça fait partie de la saga Predator. Je vous jure, c'est écrit Predator 5 dans le titre là, de la vidéo. Alors, j'ai vu aucun Predator, ni aucun Alien, ni rien de ce genre. C'est pas des films qui m'intéressent beaucoup de base, et ça va être le cas là, parce que il y a beaucoup de très bonnes idées, beaucoup de très bonnes idées pareil, mais c'était un point différent. Parce que je veux dire des bonnes idées dans le scénario et des bonnes idées dans la forme. Mais en fait, ben, j'ai regardé ça d'un œil distrait, malheureusement. Il y a pas mal de trucs qui marchent bien hein, sur la chaîne alimentaire des prédateurs, avec des plans où t'as plein de prédateurs qui se mangent les uns les autres pour finir évidemment sur le prédateur. J'aime beaucoup l'idée de revenir à un truc beaucoup plus primitif, parce qu'au final, bah, c'est l'intelligence, le courage et la ténacité qui priment plus que l'équipement. Il y a un respect de prédateur et prédateur qui est plutôt cool à voir. T'as les humains qui me saoulent au possible à se faire des petites guéguerres d'ego et des guerres de merde là, sans aucune raison, alors qu'ils voient bien quand même qu'il y a un danger extraterrestre qui les menace. Ça c'est chiant, par contre c'est un point que j'aime pas. Mais c'est bien filmé, il y a une belle gestion du stress, une belle gestion des duels. Voilà. Mais je vous avouerai que j'étais en train de faire un peu de boulot, je crois, sur mon PC ou des trucs comme ça, je sais pas ce que je faisais. Et j'étais pas non plus à fond dedans. Alors du coup, faire une critique, c'est pas hyper pertinent. Mais si vous aimez la saga Predator et que vous n'êtes pas fan de tous les films qu'il y a eu, celui-là, c'est une valeur sûre, je pense. En tout cas, c'est mon Predator préféré. Mais ouais, le stress marche bien, le décalage entre bah, le côté primitif futuriste du Predator et primitif tout court de, de nos Indiens, et mais ça marche bien. Après, bon, il reste quelques petites erreurs par-ci par-là de type Disney, tu vois. Mais on va pas cracher dans la soupe, ils ont comme fait du bon boulot. Parce qu'en fait, c'est dans une forêt, donc il y a du bon boulot. Ouais, j'assume. Pas mal ça de faire des critiques de 2 minutes. Mais c'est ce qu'on dit, hein. C'est pas la taille de la critique qui compte, hein. Ensuite, juste parce que j'avais envie, j'ai regardé à Jojo à Rabbit le 29 janvier 2020. Sorti le 29 janvier 2020 en salle. 1h48. Jojo est un petit Allemand solitaire, sa vision du monde est mise à l'épreuve quand il découvre que sa mère cache une jeune fille juive dans leur grenier. Avec la seule aide de son ami aussi grotesque qu'imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à son nationalisme aveugle. Taika Waititi. Il y a un truc qui me perturbe avec elle d'ailleurs. Donc, il a fait à chacun de ses chacune Boy, Vampire en toute intimité, à la poursuite de Ricky Baker, Thor Ragnarok que j'ai bien aimé, Jojo Rabbit que j'ai bien aimé, Thor Love and Thunder que j'ai pas vu, et il va faire Next Goal Wins. Pour moi, c'est le jeu d'Africa, d'accord? Oui. Ok, elle a 22 ans? Comment? Ok, mais ça me perturbe. Hein? Hein? Ça me perturbe. En 2019, du coup, elle joue. Mais comment c'est possible? Attends, donc elle a joué dans le Hobbit, je l'ai pas reconnu, mais j'avais déjà vu, mais à l'époque. Il y a pas trop longtemps, j'ai vu de la Stanley So, j'ai reconnu son visage et tout ça. The Power of Dog, je l'ai pas reconnu. Old, je l'ai pas reconnu. Le Roi, je l'ai pas reconnu. J'ai juste reconnu là dans Jojo Rabbit en mode, ouah, mais elle a 1000 ans de moins, alors que c'est sorti il y a 2 ans d'écart. Je comprends pas cette actrice. J'ai vu plein de films dans lesquels elle est, et j'ai reconnu que dans 2, et j'ai l'impression qu'il a eu 40 ans d'écart. Donc c'est que le film a fait son effet. Et pourtant bien moins que le prochain film dont on va parler, qui est je pense mon préféré de toute la sélection là, dont on vient de parler et dont on va parler. Dernier film que j'ai choisi totalement, hop, The Grand Budapest Hotel, 26 février 2014, 1h40. Le film retrace les aventures de Gustave H., l'homme aux clés d'or d'un célèbre hôtel européen de l'entre-deux-guerres et du garçon d'étage Zéro Mustapha, son allié le plus fidèle.
La recherche d'un tableau volé, œuvre inestimable datant de la Renaissance, et un conflit autour d'un important héritage familial forment la trame de cette histoire au cœur de la vieille Europe en pleine mutation. Fait par Wes Anderson. Bottle Rocket, Rushmore, La famille Tenenbaum, La vie aquatique, abordé de lignes limited. Fantastic Mr. Fox que j'ai entendu parler qui a l'air génial. Moonrise Kingdom, L'île le chien dont j'ai entendu parler qui a l'air génial. The French Dispatch que j'avais vu et que j'ai trouvé correct. Déjà, premier point évident, c'est une putain de pépite pour les yeux. C'est coloré, c'est bien cadré, tout est réfléchi, tout est symétrique. Tous les plans sont des putains de tableaux. Les personnages et les actions se dépassent tellement bizarrement, on dirait tous des tableaux. C'est magnifique, j'adore ce principe-là. En plus, il y a un format d'image plus carré que d'habitude, ce qui fait encore plus tableau, je trouve. C'est génial comme idée, c'est magnifique. Elle est charmante, elle est si charmante. Et je sens, entre le côté coloré, le découpage de mise en scène et les pancartes de différentes parties du scénario, je me suis dit, attends, mais c'est French Dispatch, ça, en fait. Parce que j'étais pas du tout au courant, j'étais allé regarder un nouveau Wes Anderson, mon deuxième. Donc j'étais très content de le découvrir, parce que c'est génial. En lisant vite fait le synopsis quand j'ai cliqué dessus sur Disney+, je m'attendais pas à ce scénario-là du tout. Mais j'étais très bien surpris de voir une véritable aventure, en fait. Et pas juste un concierge. J'étais très content de voir Adam Brody en méchant, qui le joue très très bien. Je l'avais découvert dans Peaky Blinders, en tant que Luca Shankota, bien sûr. Willem Dafoe qui joue le méchant homme de main, tueur, qui me tue de rire. La scène de descendre dans la neige qui est géniale. Parce que même les trucs de mouvement et tout est parfaitement coordonné, tout est magnifique. C'est parfaitement pile assez irréaliste pour être à la fois parfaitement logique et parfaitement splendide. C'est génial comme idée. Évidemment, comme à chaque fois, voilà, un casting très léger et très exceptionnel. En vrai, ça m'a fait apprécier ce superbe personnage de la trilogie Spider-Man du MCU. C'est pas une mince affaire. As-tu déjà été interrogé par les autorités? Oui, à une occasion. Laquelle? J'ai été arrêté et torturé par la milice rebelle après la révolte du désert. Bien. Alors tu connais le topo? Motus. Alors, Wes Anderson adore faire ça, mais ce qui me perturbe, c'est quand même qu'on soit Pourquoi souhaites-tu- dans le futur par rapport à l'histoire principale ici, Qui ne le souhaite pas? et que ça soit le personnage ici, présent, je viens de voir, qui raconte cette histoire à quelqu'un qui va dans l'hôtel dans le temps actuel. J'ai un peu de mal à saisir ce que ça apporte en plus. Évidemment, le côté raconter une histoire, c'est intéressant pour la mise en abîme, tu vois. La dynamite, cette femme au plumard. Elle avait Ça pourrait se dire que c'est 4 ans. peut-être On a eu des plus vieilles. un peu romantisé pour le personnage, un peu que sur un seul point de vue, sans doute, Je vous donne ma bénédiction. ce qui peut apporter un peu de nuance à ce qu'on voit. On voit pas, mais je suis pas sûr que ce soit le but ici et je vois pas trop ce que ça apporte en plus. Si ce n'est pour avoir un final un peu plus doux amer et avoir Elle a été assassinée. encore plus une idée de bilan global, parce que bah il a eu le temps de bien voir les choses venir, parce qu'il est quand même largement plus vieux maintenant qu'il raconte son histoire. Vous êtes superbe, Darwin, Mais je vous assure. c'est génial, Wes Anderson, trop fort. Eh, vous avez cru que vous alliez y voir ou quoi? Bande de malades. Hop. Troisième et avant-dernier type de film que j'ai vu. Parce qu'en fait, récemment, bah, les nominés aux Oscars ont été dévoilés. Ça m'intéresse de regarder les films nominés aux Oscars du meilleur film. L'année dernière, j'en avais découvert quelques-uns comme ça, c'était une bonne idée. Que The Power of the Dog, qu'on a vu tout à l'heure. Euh, Tic Tac Boom, avec Andrew Garfield. Euh, Il y avait Olivia Colman qui jouait une femme, pas forcément très agréable. Je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, j'ai découvert quelques films comme ça. Et là, j'en ai vu 4 pour l'instant, des films des Oscars. Elvis, Avatar 2, Everything Everywhere All at Once et Top Gun Maverick. Donc là, j'ai regardé le seul qui était disponible pour l'instant sur plateforme de streaming, qui est À l'Ouest Rien de Nouveau, parce qu'il est sorti le 28 octobre 2022 sur Netflix, 2h28.
L'histoire poignante d'un jeune soldat allemand sur le front occidental pendant la Première Guerre mondiale. En première ligne, Paul et ses camarades voient l'euphorie initiale se muer en désespoir et en épouvante quand ils se retrouvent à défendre leur vie au fond des tranchées. Alors c'est pas le roman qui m'intéressait. Ah oh! Salut l'univers d'Adboons. Bienvenue sur le live pour la première fois. Et bonsoir à toi. Comment tu vas en ce bon dimanche soir? Euh, Bien et toi? Super. Écoute, j'ai eu le chapitre du Jump, de Weekly Shonen Jump de la semaine, qui était à un niveau un peu inégal. Et depuis, je parle de films et de mangas que j'ai lus récemment, donc un petit plaisir. Et en plus, ça retarde le début de la semaine de travail, et ça, c'est un petit plaisir aussi. Donc oui, c'est le film dont on voulait parler, fait par Edouard Berger. Allemagne, États-Unis et Royaume-Uni. Ok. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Gomez, Kopf, Audersal, Frau Zwei Sucht, Happy End, Jack, All My Loving. Évidemment, j'ai jamais entendu parler de ça. Investen nichts Neues. Je suis pas trop calé, manga animé des os. Bah, de toute façon, j'ai fini d'en parler pour ce soir. Il me reste deux films dont je vais parler, que tu peux voir ici, et un petit bout de série. Après, je vais regarder quelques bandes annonces, je pense, de films, et après, on va jouer vite fait à Layton. Mais oui, bah, c'est bien le fait qu'elle ait manga animé. Euh, je peux te poser une question. T'es tombé comment sur mon live? Dans... Ça m'intéresse de savoir. Vu que j'ai pas beaucoup de viewers ou de gens qui discutent, donc ça m'intéresse de savoir comment les gens arrivent. Pourtant, je vais commencer ma critique. Euh, je suis un peu mitigé. Parce qu'en soi, c'est encore un film de guerre. Encore sur la même guerre, si je ne m'abuse. Alors, c'est très sombre, très bien filmé. Tu ressens toute la tristesse poindre quand bah, ils se rendent compte que la guerre, c'est pas aussi bien qu'ils avaient imaginé, vu que c'est des petits jeunes qui commençaient leur première guerre. Dans les discussions, je descends tout en bas et je regarde un peu ce qu'il y a. Je préfère les gens où il y a peu de personnes dessus. Ah! C'est très sympa de faire ça. Sans doute pour toi, parce que tu vas découvrir des gens plutôt cool. Et c'est gentil pour ceux que tu viens voir, surtout. Parce que ça fait plaisir. Enfin, je peux pas parler au nom de tout le monde, mais moi, ça me fait plaisir. Oui, donc évidemment, il y a le décalage entre l'euphorie des jeunes là, qui découvrent la première guerre et ce qu'ils vivent et ressentent pour de vrai une fois que ça se passe un peu mal. Et finalement, là, à ce moment-là, je me demande à quoi sert réellement le film. Il faut pas non plus que tous les films soient hyper originaux ou quoi, mais la dureté de la guerre, on l'a déjà vu dans pas mal de films, tu vois. Et si le seul sujet de base, c'est de montrer que la jeunesse se faisait de très mauvaises idées de la guerre et finalement c'est beaucoup plus violent que ce prévu, c'est un peu déjà vu. Alors, ça n'en reste pas moins très bien filmé, les personnages très attachants, mais surtout ce que j'en retiens et qui fait un peu sa particularité, je trouve, c'est qu'il y a beaucoup de moments de paix au final. Alors, on dirait pas comme ça en regardant la bande-annonce, effectivement, mais il y a beaucoup de moments où juste le personnage principal et ceux qui découvrent au fur et à mesure dans ces différentes brigades sont en train de discuter, sont en train de survivre, d'attendre que la guerre arrive en dragouillant, en allant choper de la nourriture par-ci par-là. Et finalement, bah, le film me perturbe, j'ai du mal à avoir un avis très posé dessus. Entre le fait que la forme soit impeccable et que le fond bah, a un peu de mal à trouver sa particularité, si ce n'est bah, dans ces moments de paix qui m'ont fait un peu de bien. Hop. Mais du coup, le décalage avec Jojo Rabbit se sent grandement. Tu vois, t'as un film coloré avec des enfants qui veulent perdre leur nationalisme, avec ce film de guerre très pessimiste, où finalement bah, il y a beaucoup d'attentes de... Ouais, évidemment. Oui, ça je comprends aussi, évidemment. Je ne l'ai pas encore vu, j'attends que ça me prenne. Les films de guerre, c'est seulement quand j'en ai envie. Effectivement, les films de guerre qui sont surtout pessimistes et réalistes, c'est compliqué quand t'es pas vraiment dans le mood. Si t'es pas non plus en grande forme mentale, t'as pas la chose à faire. J'ai vu Jojo Rabbit par contre. Ah,
Là, il fait... Et là, pour le coup, pas, non plus être non plus pas besoin d'être non plus d'être en grande forme pour le voir. C'est suffisamment fun et coloré pour faire effet sang. Voilà. Et justement, bah, moi, j'ai enchaîné. J'ai vu à l'Ouest rien de nouveau mercredi soir et Jojo Rabbit jeudi soir. Et du coup, le contraste entre les deux était plutôt fort. Et ça fait encore plus aimer Jojo Rabbit, je pense. Et enfin, huitième et dernier film que j'ai vu cette semaine, Entretien avec un vampire. Pour le coup, après ceux que j'ai vus sur Canal+, parce que c'était bien noté, ceux que j'ai vus pour les Oscars parce que ça m'intéressait, ceux que j'ai vus juste pour mon plaisir parce que j'ai envie de les voir, voici un film que j'ai vu parce que ma famille a proposé de le voir. Donc, Entretien avec un vampire, sorti le 21 décembre 1994 en salle. Le film que j'ai... Oui, c'est celui-là, avec Brad Pitt et Tom Cruise, que donc j'ai vu pour la première fois, et c'est le film le plus vieux que j'ai vu pour l'instant depuis le début de l'année, sur les 22 que j'ai vus. San Francisco dans les années 90, un jeune journaliste, Malloy, s'entretient dans une chambre avec un homme élégant à l'allure aristocratique et au visage blafard, Louis, qui lui fait de bien étranges confidences. Malloy, subjugué par la séduction de son interlocuteur, lui demande, à l'aube, de le faire pénétrer dans son monde, celui des vampires. Ah oui, j'ai vu quand j'étais gamin. Ah, ça m'intéresse. Ça t'avait fait peur? Ou pas? Parce que bon, c'est genré en fantastique, mais c'est un peu, des fois, limite. Bon, moi j'ai pas eu peur non plus parce que je suis un grand garçon, tu vois. Mais je sais que ma belle-mère nous l'a dit qu'elle avait vu quand elle était plus jeune et que ça avait un peu fait peur. De mémoire, vraiment bien, mais avec mes yeux d'enfant assez longs au film, non pas plus que ça. Ah, ok. Donc ça fait pas peur, ok. Mais même sans des yeux d'enfant, je trouvais ça un peu long aussi, hein. Après, pour le coup, le rythme des années 94 est un peu différent des années actuelles, et moi j'ai été plus biberonné à ses sorties après 2000, forcément. Bah, j'ai commencé à faire ma culture d'image vers 2007, on va dire par là, quand j'avais 7 ans. J'ai 22, on va dire. Non, ça, 22 tout court. Mais oui, j'ai été biberonné, je pense, sur les images à partir de mes 7 ans, et du coup, c'est des rythmes un peu plus élevés et tranchants que celui de Entretien avec un vampire. Donc, qu'est-ce qu'il a réalisé? Neil Jordan. Angel, la compagnie des loups, Mona Lisa, High Spirits, nous ne sommes pas des anges, l'étrangère The Crying Game, L'entretien avec un vampire, Michael Collins, ce garçon bouché, Prémonition, L'affaire d'une liaison, L'homme de la Riviera, Breakfast on Pluto, Avif, Ondine, The Borgias, Byzantium, Greta et Marlowe. J'ai rien vu là-dedans. Ça, c'est peut-être que ça, je dois connaître de nom, mais c'est tout. Ah ouais, je suis pas beaucoup plus vieux, 25 ans, mais je préfère les films des années 80, 90, 2000. Alors, j'ai pas dit que je préfère les films récents ou quoi, hein. C'est juste que, pour le coup, j'en mets plus. Parce que je vais souvent au cinéma, donc c'est des films récents, jure. Et là, sur Canal+, les films que je regarde, bah, c'est les derniers films qui apparaissent sur la plateforme. Et donc, c'est que des films de l'année dernière. Enfin, genre, pile au moment où la chronologie des médias permet de les faire. Donc, c'est aussi des films récents. Et ouais, après, je suis plus libre dans ce que je regarde, mais il y a effectivement plus de récents. Après, c'est pas que je préfère forcément, mais voilà. Et parce que pour le coup, le film m'a un peu dérangé. Pas tant par sa longueur, mais plus par son rythme. C'est quelque chose de différent. Parce que le rythme, c'est bah, euh, ce qui se passe dedans, la façon dont ils s'enchaînent, dont ils sont emboîtés, et parfois même les répétitions. Ça cause des problèmes de rythme, par exemple les répétitions. Et j'ai trouvé qu'il y en avait quelques-unes. Parce que le film se divise en beaucoup de parties. Une où Brad Pitt découvre ce que ça fait d'être un vampire, où il se confronte plus ou moins à Tom Cruise, qui est celui qui l'éveille en tant que vampire, et donc ils ont une vision très différente. Parce qu'il y en a un qui est vampire depuis longtemps, qui l'a pas choisi, et un qui est vampire depuis très récemment, et qui l'a choisi. Un peu de force, mais qui l'a choisi. Du coup, il y a une grosse confrontation morale entre les deux, qui était, je pense, ce que j'ai préféré dans tout le film. Et derrière, t'as Brad Pitt qui s'émancipe un peu, qui va faire deux, trois autres aventures dans des endroits différents. Et à chaque fois, finalement, ce qu'il découvre, c'est qu'il est tout seul. Parce qu'il peut se trouver des alliés pour un temps. Il y a toujours des points avec lesquels il est pas d'accord, qui fait qu'ils sont pas complètement humains, alors que lui, il reste presque entièrement humain. Oui, le fait, évidemment, qu'ils doivent se nourrir légèrement de sang. C'est pas quelque chose que font souvent les humains. Je suis tellement fort en phrase.
Et en fait, bah ouais, donc les conclusions à chaque fois c'est la même. Et surtout, à chaque fois, il part en foutant le feu. Il a foutu le feu à 4 endroits différents dans le film, à chaque fin d'acte. Alors, évidemment, le feu, apparemment c'est efficace contre les vampires, et c'est super efficace pour, genre, laisser aucune trace du passé, de l'endroit que t'as vécu. Donc ça efface tes remords, ça efface tes souvenirs, ça efface tes poursuivants, ça efface leur refuge, ça efface tout ce qui veut voir disparaître. Mais au niveau de la forme, ça se répète un peu. Alors que je suis très fan de la confrontation Tom Cruise-Brad Pitt, j'aime beaucoup ce personnage-là, qu'on voit à l'écran actuellement, parce que foutre un enfant aussi jeune au sein d'une telle querelle morale, c'est un très bon choix. Mais juste une fois qu'on décroche un peu de la confrontation, ben, je suis moins dedans. Et le titre du film, c'est Entretien avec un vampire. Je suis pas non plus très convaincu par la discussion qu'il y a entre le journaliste et Brad Pitt, au final. Parce que c'est ce qui ouvre et qui clôt le film et ce qui fait des petits bouts entre les chapitres un petit peu. Mais ben, j'ai pas spécialement saisi ce que ça racontait. Évidemment, Brad Pitt explique que être vampire c'est quand même bien de la merde, et après la conclusion du journaliste c'est Eh, je peux être un vampire s'il te plaît? Parce que je crois qu'il a pas trop bien compris. Mais je vois pas trop ce que ça racontait ça. J'avoue, oui, par contre, j'ai vraiment du mal avec Tom Cruise comme acteur, sauf dans Rain Man et La Guerre des Mondes. Ah. En tant qu'acteur, je... alors je te vrai, je suis pas un grand connaisseur de jeux d'acteurs, pourtant j'aime beaucoup le cinéma, je regarde beaucoup de films. Mais en tant que jeu d'acteur, ouais. J'ai vu Top Gun Maverick récemment, je crois que j'en ai parlé la semaine dernière. J'avais beaucoup aimé, c'est pas forcément grâce au jeu d'acteur de Tom Cruise, mais j'avais bien aimé. Mais après, j'avais pas du tout aimé Top Gun tout court, donc est-ce que c'est lui qui faisait ça? Je suis pas sûr. Ouais, ouais, mais il s'amuse et il apporte quand même des trucs un peu cool de la film d'action. Moi qui suis pas très film d'action, ça va. Je m'en sors pas trop mal quand je vois les siens. Mais après, ouais, c'est pas lui un vrai acteur. Effectivement, bon, j'essaie de défendre un point avec lequel je suis pas forcément à fond d'accord, donc c'est compliqué. En vrai, c'est un truc avec Tom Cruise, son visage, ses films, etc. Après, je dis pas qu'il est nul, c'est mon avis perso. Ah oui, bah, évidemment. Ok, bref. Tom Cruise, quoi. Ouh, plus qu'un sujet dont on doit parler. J'en ai découvert des choses cette semaine. Hop. Et enfin, bam, The Office US saison 9, donc deuxième saison de série que je termine depuis le début de l'année. C'était depuis le 20 septembre 2012. Il n'y a pas de réalisateur, forcément, c'est une série. Pas grand chose à dire de plus avant d'en parler. Alors, il n'y a pas de bande-annonce, donc j'ai choisi une vidéo bien et spéciale et j'ai regardé House of the Dragon et Masterclass. Ah ouais, tiens, bah, de faire parler de ce que t'as vu récemment. Barbare, je connais pas. Attends, je me le note pour après, je vais regarder. Barbare. Tu vois? Ça va être ça. Ok. Et House of the Dragon, ouais, j'ai vu Game of Thrones pendant l'été 2019, je crois. J'avais rien regardé du tout. J'ai enchaîné toutes les saisons pendant les 4 mois autour de l'été, tu vois. Et c'était trop bien. Donc je pense que je vais attendre d'avoir plus de saisons disponibles de House of the Dragon avant de regarder. Parce que ça me fait de l'œil. Ça a l'air de ressembler. Oui, bah, ça y est, pas fait. Oui. Tiens, ça m'intéresse. T'es quoi tes saisons? Non mais c'est pas grave. Ok, c'est pas mal. J'arrive à te comprendre depuis tout à l'heure. Donc c'est déjà suffisant. Euh, Tu penses quoi de Game of Thrones à partir de la saison 5? Parce que je sais que la saison 4 c'est ma préférée. Et juste après j'ai commencé à un peu moins apprécier pour les 4 dernières saisons. Donc ça m'intéresserait de savoir, toi, s'il y a une saison à partir de laquelle tu dis, ah, c'est un peu moins bien, s'il y a juste, si tout était correct, s'il y a une saison en particulier, je sais pas. Et même où tu classerais House of the Dragon là-dedans?
Je remonte parce que j'arrive pas à tout lire. Alors, Masterclass en vrai, juste la dernière saison a été bâclée, mais ça reste regardable. Mais je sais pas pourquoi les réals se sont pressés pour la fin et House of the Dragon, c'est aussi bien que Goat. En vrai, la première saison est vachement politisée, évidemment, dur à comprendre qu'elle est prénom à coucher dehors, etc. MDR se remettre les lieux en tête et les familles, etc. Mais je pense que la saison 2 va commencer à être un peu plus dynamique. Et bien, je t'avouerai que moi, j'ai pas forcément besoin que ça soit plus dynamique. Le côté politique de Game of Thrones, alors que, sans doute, pas faire plaisir aux gens, mais les épisodes que j'ai le moins aimé dans la plupart des saisons, c'est l'épisode 9, donc à chaque fois celui de la bataille, de la grosse bataille de la saison. À chaque fois, c'est celui que j'ai trouvé le moins intéressant. Et ma bataille préférée, c'est celle euh, dans le port, dans la saison 2, je crois que ça s'appelle comme ça, avec le. Ils utilisent le feu grégeois, si je ne m'abuse. Parce qu'il y a Geoffrey qui se bat et ça me fait beaucoup rire. Non, il y a beaucoup de sujets intéressants sur le personnage de Geoffrey et de. Alors, qu'est-ce que je te raconte? De Geoffrey et de Tyrion. La bataille de Blackwater? 7, 8 Winterfell. Ah, bah ça, elle est bien classée en fait. Bah, c'est elle ma bataille préférée. Et les autres épisodes 9, ben, je suis pas un grand fan. Moi, je préfère quand ça discute et quand c'est bien. C'est très mal dit. Je préfère quand ça discute et que les personnages évoluent. Donc, moi, si elle est poétisée, la saison 1 de Ghost of the Dragon, alors, si c'est trop et qu'il y a trop de noms complexes, peut-être pas, mais il y a le potentiel pour que ça me plaise. Pour les critiques, ouh, enfin. Hop, je vais regarder du coup ce que ça raconte. Barbare. De 1h43 pour Terror. Ouais, voilà, se rendant à Détroit pour un entretien d'embauche, Tess se retrouve à louer un Airbnb le temps de son séjour. Lorsqu'elle arrive tard dans la nuit, elle découvre que la demeure est déjà occupée et qu'un homme étrange du nom de Keith y séjourne déjà. Ah, c'est bizarre ça. Malgré la gêne, elle décide de résigner d'y passer la nuit, les hôtels des environs étant complets. Mais réveillée dans son sommeil par des sons mystérieux, Tess va s'embarquer malgré elle dans une série de découvertes terrifiantes. Allez, pourquoi pas. Attends, hop, je me le mets dans mes favoris, comme ça j'oublierai pas de m'y intéresser. Zach Krieger? Je connais pas. Collège, Miss March, The Civil War, Love, Air and Sex, Date and Switch, Opening Night, Doubting Barbara. Connais pas. Oui, le côté politique, évidemment plus intéressant, mais tu comprendras quand tu regarderas pourquoi je disais que la saison 2 sera plus dynamique, MDR, car dans GOAT, dès le début, c'est un peu la merde, en vue des circonstances, alors que dans House of the Dragon, tout se passe plutôt bien, pardon, et ça commence à empirer. Ok. Oui, c'est ça, j'ai trouvé fort aussi dans la saison 1 de Game of Thrones. C'est que t'as beaucoup de personnages qui ont tous leurs propres intrigues, mais ils arrivent à montrer les principales dès l'épisode 1, je trouve. Dès l'épisode 1, moi j'étais dedans. Beaucoup d'intrigues, beaucoup de personnages, mais chacun était assez bien euh, présenté et tout était assez bien séparé pour que ça soit assez clair. Alors effectivement, si là ça arrive pas à être clair, c'est un peu plus dommage. Hop. Je vais voir s'il y a des bonnes annonces qui m'intéressent maintenant. Euh... Je m'étais arrêté à où la dernière fois? Normalement il y a une semaine. Tac 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 par là. Euh... Tulsa King, ça m'intéresse pas. Donjons et Dragons, encore moins au secours. The of Us, Shrinking, encore de Harrison Ford. Allez, bah écoute, va pour Harrison Ford. Il va apparaître dans Indiana Jones, ça m'intrigue de voir ce qu'il peut faire d'autre. Super la pub. Hop. Vous avez déjà vu. En plus, je laisse le son, donc c'est vraiment une demi-mesure, mais. Alors, je peux remettre maintenant. J'ai envie de changer, mais en même temps, je ne suis pas tout à fait disposé à faire des efforts. J'ai pas cette son. J'ai fait de mon mieux. À chaque fois que je me débarrasse d'une obsession, une autre obsession la remplace. Vous venez de bailler, je suis coincé. Et chaque jour, ça se répète. Ok. Qu'est-ce que vous ressentez? Si ça rappelle TV+, je l'aurais pas du coup. Jimmy, Hé, Lise! Tant pis, j'aurais juste si ça m'intéresse. heure du matin. Je suis désolé. Y a quoi dans ce bol? Des bretzels. Dans l'autre bol. Un petit peu d'antidouleur. Juste un peu. Mais c'est juste un petit paquet. Il faut que je te pose une question. Tu vas être comme ça pour toujours?
J'en sais rien. Ah, salut. Paul, je suis simplement inquiet pour toi. Ça fait 1 an que je fais mon deuil. C'est pas ce que j'appelle un deuil. Je déteste cette tête d'enterrement. C'est mon visage. J'ai toujours une tête de chien battu. Il n'arrêtait pas de dire et de redire combien j'étais débile. Mais voilà, il mène. Votre mari vous fait subir des violences morales. Il ne cherche pas à changer, et le temps n'y fera rien. Mais plaquez-le, bordel. D'accord. Mais c'est une série en Je plus. crois que je suis capable d'aider ces gens si... Ah mais ok, mais c'est sur Apple TV, et c'est sur une série. Ça a l'air très gentil, hein, mais au secours, fuyons. Donc tu me dis, c'est pas que c'est moins clair, juste Targaryen ont des prénoms difficiles et beaucoup de numéros, je suppose. Exemple, Egon 1, Egon 2, et j'aime beaucoup avoir l'arbre généalogique dans la tête pour être plus dedans. Effectivement, c'est aussi ce que j'avais fait pour Game of Thrones. Pas un arbre généalogique, mais je m'étais fait des mini-fiches, genre j'avais un bout de papier, dessus j'avais mis le nom du personnage, et je vais dessiner plus ou moins de manière moche, parce que ça me paraissait vraiment bien, mais au moins j'avais la tête des personnages, et après en plus, je vais séparer les papiers en fonction de là où ils étaient, des groupes, tout ça. Et comme ça, c'était simple de savoir qui était avec qui à tout moment, pendant que je regardais la série. C'était pratique. C'est une manie que j'ai fait après d'autres séries, mais c'était moins utile. J'en ai un peu marre des séries, je préfère les films. Je suis largement plus film aussi également. Aussi également, attention. Bah généralement, je me regarde un film tous les jours. Après, je fais des trucs et si en fin de journée, je regarde un ou deux épisodes par-ci par-là. D'ailleurs, la série mercredi, j'avais envie de vomir. J'ai pas regardé. Je suis. Bah, autant je t'ai dit que je regardais beaucoup de trucs récents, autant je suis tellement peu souvent dans la hype que je regarde pas en fait quand ça sort. Il y a beaucoup de séries que je garde pour plus tard, ou que je regarde très tard après. Enfin, comme je t'ai dit pour Game of Thrones, j'ai regardé tout. C'est un vieux film ça, tout à la fin. Le jeu d'acteur était mauvais, l'histoire médiocre. C'est pas très parlant. Bon, finalement, il n'y a pas tant de trucs à regarder. Il y a Apache qui. J'ai vu lui apparaître dans la vidéo de Durandal qui parlait de 2023. C'est pas la pub. Et ça m'a un peu intrigué. Enfin, un moment pour voir quoi ça peut ressembler. Alors, Le Gorg n'obéit l'époque me plaît, mais bon, encore un film FR qui sera bof. Le dernier film FR que j'ai adoré, c'est Camelot Volume 1. Ah, j'ai regardé pas mal de films FR moi récemment, et il y en a pas mal sur lesquels j'ai pas mal accroché. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure en début de React, là, enfin de critique. C'était Coupé de Michel Hazanavicius. Bon, à la base, c'est un film japonais, je sais pas trop ce que ça a changé, mais j'ai beaucoup aimé le film, par exemple. Euh, Il y en a un autre, c'était plus vieux, c'était en 2020, mais c'était Les Traducteurs, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Mais c'est dommage parce que ils peuvent faire des trucs ambitieux, mais ils font ça que dans des époques loin. On va faire des C'est le seul type de film ambitieux qu'on peut avoir. 1900 de Montmartre à Belleville, Paris, est aux mains de gangs ultra-violents qui font régner la terreur sur la capitale des Apaches. Prête à tout pour venger la mort de son frère, une jeune femme intègre un gang, mais plus elle se rapproche de l'homme qu'elle veut éliminer, plus elle est fascinée par ce dernier. Hmm. Et Camelot premier volet, moi je vais pas accrocher plus que ça, c'était plutôt sympathique. Mais en fait, comme j'ai à parler de la série, c'était un peu compliqué. Déjà que quand tu suis la série, je pense que c'est un peu dur de voir autant de personnages juste être en mode on est dans le film, voilà, hop, on passe au personnage suivant. Alors quand tu connais pas, c'est un peu lourd. Le problème, c'est que les films FR sont sympas, mais sans plus quand ils ne sont pas mauvais, et le pire surtout, c'est le jeu d'acteur. Euh, Souvent, moi, ce qui me perturbe dans les films français, c'est que je connais plus les acteurs pour les trucs plus fun ou plus différents qu'ils ont pu faire avant. Et des fois, ils n'ont pas de réels personnages, ils sont juste dans le film. Et t'es en mode, ah, du coup, enfin, je vois bah, l'artiste de base et pas le personnage, et ça me perturbe grandement pour apprécier. Ok. Ouais, je suis pas objectif, je suis un fanboy de Camelot. Ah bah tant mieux, si t'as pris du plaisir en recevant tes personnages au cinéma, tant mieux. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce qu'il y avait, de ce dont je voulais parler. Du coup, normalement je fais une petite pause, mais écoute, je suis en forme, donc je peux tenir. J'ai regardé Lookism sur Netflix.
J'ai jamais entendu parler. Juste voir vite fait à quoi ça ressemble. Lookisme. Hop. Ah, du coup, il n'y a plus l'écran. Attends. Viens là, toi. Ça? Je suppose. Grolet impopulaire. Yeong Seok Park est méprisé par ses camarades de lycée et est victime de violences ainsi que de harcèlement. Mais sa vie change du jour au lendemain lorsqu'il se réveille dans un autre corps, celui d'un garçon beau, grand et musclé. Comment réussira-t-il à s'adapter tout en acceptant la réalité qu'il a décidé de fuir? Et c'est genre complet en une saison de 8 épisodes? C'est bien ça. Il y en a marre des saisons à rallonge. Ok. Et pourquoi pas? Ah, il y a Sonride. C'est une collègue que j'ai croisée à l'époque où je tenais mon blog. Bon, bah, si Sonride l'a vu et. Ah, ouais, elle a un avis positif. C'est pas le cas. Tant pis. Ok, ok. Bref. Je disais donc, paf, que non, je prends une mini pause, mais vu l'heure qu'il est, c'est pas très grave, je vais enchaîner directement. On va partir sur Professeur Layton et l'étrange village pour quelque chose comme 1 heure. On va faire quelques énigmes et se rapprocher de la fin du jeu. Non, à la base, c'est un mec qui faisait ça sur un site indé et ça a tellement marché que Netflix a décidé de financer. Ah, bravo à lui. C'est un peu comme One, qui faisait un dessin, un manga avec un scénario très réussi, avec un dessin horrible, qui s'est fait repêcher par Murata. Hop, je change le titre et la catégorie du stream. Hop. Mais pourquoi c'est en anglais les catégories? Professor Layton and The Curious Village. Hop, c'est bon, j'ai réussi. Je. Vas-y. Hop. C'est bon, on va pouvoir jouer maintenant. Ah bah c'est déjà pas mal. J'ai pas tout lu, mais. Après, je suis novice en animé, donc bon, à part Assassin's Classroom. Assassin's Classroom, très bonne œuvre, hein. Moi, je valide ça. Naruto, j'ai pas encore attaqué Shippuden, ok. My Hero Academia 2 saisons, Sword Art Online 3 saisons, je crois. One Punch Man 1 saison et quelques-uns dont je me rappelle plus le titre. Ok, bah. Faut bien commencer quelque part. Donc, moi, ça me va déjà comme liste. Il y a Assassin's Classroom que je valide totalement. Naruto, c'est très bien. My Hero Academia, je valide aussi. Sword Art Online, j'ai eu un peu de mal avec l'animé. Du coup, je suis pas allé au bout de la saison 1, je crois. Tout le reste, je lis un manga. Et One Punch Man, je lis aussi.